Et c'est exactement ça qu'on a fait avec lui. C'est-à-dire, je lui ai dit, écoute, c'est toi qui vas dessiner ta cuisine. Il s'est défoncé. 30 ans, il ne l'avait jamais fait. Il a fait une super cuisine. Je lui ai dit, je veux du produit frais, de qualité, maison de saison. Il est l'exemple parfait d'un parcours hôtelier, de réceptionniste à directeur d'hôtel. Il est aujourd'hui même directeur général de l'établissement dans lequel il me reçoit à la Drawing House. Bonjour Florian Pecker. Eh ben, bonjour Maxime, bienvenue à la Drawing House. Là, on est dans la véranda jardin, on est au calme. Oui. Écoute, je suis très content de t'accueillir ici. On a parlé depuis un certain temps. On va commencer par parler de la Drawing House. Je veux bien que tu me racontes. En fait, pour l'anecdote, c'est vrai que c'est pas la première fois que je viens. J'avais été ici pour l'événement dans le lobby pour ceux qui nous suivent. Tu deviens un habitué. Je deviens un habitué. Et j'aime beaucoup, on s'y sent bien. Ça fait partie, pour moi, de ces nouveaux hôtels qui proposent un concept un peu original. Je vais pas trop donner des mots de mon jargon. Je te laisserai toi définir ton concept. Mais en tout cas, c'est agréable à vivre et plutôt bien localisé pour des gens qui arrivent de Bordeaux comme moi, puisque tu es à côté de Montparnasse. On est à côté. Allez, vas-y. Drawing House, c'est 143 chambres à Paris, c'est pas mal. Et c'est un hôtel qui a été qu'on a ouvert en juin 2022 et on y ajoute des services, qu'on a la chance d'avoir de la place. Et donc on a 143 chambres aujourd'hui, on a un restaurant de 100 places assises. On a une véranda dans laquelle nous sommes, qui est un bar à cocktail qui s'appelle Dépendance, mais qui peut être un lieu de tournage, d'interview, de podcast, de privatisation. On avait 4 salles de séminaire quand je suis arrivé ici. On en a 9 maintenant. Et on va ajouter petit à petit des événements dans l'hôtel. On a des cours de yoga qui commencent la semaine prochaine. On construit des salles de blind test dans les sous-sols actuellement. Incroyable. Et je vais te raconter tout ça. Pourquoi Drawing? Parce que c'est quand même ça à la base. Donc aujourd'hui, Drawing Hôtel Collection. Il y en a 2 à Paris. Il y en a un 3e qui ouvre dans peu de temps. L'idée de la Drawing Hôtel Collection, ça a été lancé par Karine Tissot. Karine Tissot, elle fait du marketing de l'événementiel et surtout, elle a créé un salon qui s'appelle Drawing Now Art Fair, qui est des plus grands salons de dessin contemporain qui a lieu à Paris au mois de mars. Et elle a voulu amener le dessin contemporain dans le milieu hôtelier. Et donc, ça fait que si tu circules dans la Drawing House, dès l'entrée, tu vois qu'il y a une inclusion, c'est-à-dire que tu retrouves le dessin contemporain, tu retrouves de l'art, il n'y a pas que du dessin, et tu circules, tu montes dans les étages, tu vois que la moquette, les papiers peints, les têtes de lit, tout a été dessiné par des artistes pour nous. Donc il y a un vrai travail qui est fait dans cet hôtel. On a un bureau dédié, donc on a 5-6 personnes qui s'occupent de l'art chez nous. Incroyable. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'elle a commencé avec le Drawing Hotel qui est au Louvre, qui je dirais est assez sage, Drawing House qui monte en puissance. Et là, on a un très bel hôtel qui ouvre avenue MacMahon et où là, vous verrez au mois de septembre, ça ouvre en septembre. Et là, on voit la touche drawing qui transforme un hôtel. Et qui garde le nom de drawing plus quelque chose. Tout à fait, mais ça, je peux pas communiquer dessus. Oh. Pour l'instant, c'est très confidentiel, mais c'est toujours drawing. Et donc voilà, il y a plein de services autour de ça. Donc il y a Drawing Now Art Fair qui est le salon. Il y a Drawing Society qui est la maison mère qui gère, puisqu'on a évidemment des galeries et des centres d'art dans nos hôtels. Donc on a des expositions, on a de l'événementiel autour de l'art dans nos hôtels. Et donc voilà, donc Karine a ces 2 univers-là. Oui. Et donc moi, je suis arrivé en octobre 2022 ici pour m'occuper de la partie hôtelière. Et donc on a aujourd'hui 50 collaborateurs. 49 pour être exact, pour des raisons que tu connais. Et donc, on a eu la chance de développer cet hôtel dans une période forte, puisque 2022-2023, c'était le monde rêvé pour les hôteliers parisiens. Bien sûr. Et le restaurant n'existait pas. On a construit une cuisine, construit un restaurant. C'est juste une salle petit déjeuner avec un office. On s'est dit, allez, on y va. Les salles de séminaire, il y en avait 4. J'ai recruté quelqu'un de formidable qui s'occupe de l'événementiel. On avait un angle d'immeuble non exploité. On a fait des salles de séminaire en plus, etc., etc., etc. Et dans un hôtel qui est plein, qui fonctionne. Alors, puisqu'on est déjà un peu dans le détail de l'hôtel... On fait la fiche technique. Oui, mais c'est très bien. Et ça me... Moi, je donne les prix moyens, les Théo, j'ai tout. Et tu vois, et ça me parle. Bah oui, je sais bien. On est un hôtel de propriétaire gérant, c'est-à-dire que la propriétaire des murs gère aussi la marque et tout est indépendant. Alors, c'est un tout petit peu plus technique que ça. Donc, c'est ce que j'appelle des projets de famille. C'est-à-dire qu'il y a l'immobilier. Donc aujourd'hui, l'hôtellerie est un des meilleurs outils pour faire fonctionner l'immobilier. Donc l'immobilier appartient à quelqu'un de la famille de Karine. Karine, elle, a 2 axes. Elle a les fonds de commerce.
donc elle développe les fonds de commerce, et surtout, elle y apporte la licence Drawing. Donc, Drawing, c'est une licence, puisque ça crée la différenciation de l'hôtel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on enlèverait la touche Drawing de cet hôtel, Oui. ça deviendrait un hôtel comme tous les autres à Montparnasse. Et on le voit vraiment, c'est-à-dire que ce qui est assez amusant, c'est qu'on a de plus en plus de clients qui, passent la porte, ne savent pas ce que c'est que Drawing, et s'étonnent. Et d'ailleurs, tu prends l'ascenseur, tu as toute une affiche qui explique le travail qui a été fait. Et chaque étage a été fait par un artiste différent, c'est ça? Alors, 3. Donc, on a 9 étages, 3 artistes. Tu retrouves aussi au-dessus de la réception des lampes qui ont été dessinées. Il y a un monumental à l'entrée qui fait 6 mètres, qui est une œuvre qui a été créée directement sur place. Et évidemment, il y a le côté visuel, donc ça impacte. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Formidable. J'ai des clients qui aujourd'hui choisissent leur étage. C'est assez amusant. C'est drôle. Ouais, c'est assez amusant. Tantôt, on a des clients qui se disent, mais attendez, c'est extrêmement sombre. Tu les emmènes au 9e étage, qui est extrêmement lumineux. Ils adorent. Donc, on a un vrai intérêt de la clientèle. Ils posent des questions de plus en plus. Alors, ce qui fait que nous, on se forme. C'est-à-dire que moi, heureusement, on a Karine et le bureau art qui nous explique de plus en plus. D'un point de vue storytelling, il doit y avoir un sacré travail. Hein. Ouais, alors, on reste à Montparnasse, 150 chambres, corpo, loisirs, séminaires. On a une vraie partie de clients à qui ça plaît mais que ça n'intéresse pas. Et puis, de temps en temps, tu as le client qui y va. Et alors là, on lui raconte toute l'histoire. On a une boutique à l'entrée de l'hôtel où il y a aussi beaucoup d'éléments qui ont été choisis par le bureau art et qui plaît beaucoup. Et de temps en temps, on a même des clients, à la fois, on a des clients qui ont privatisé toutes nos salles de séminaire. Et ils ont dit, mais nous, on veut une visite de l'hôtel avec quelqu'un. J'ai récupéré Karine et Steven, qui est le directeur de l'art chez nous. Et ils ont fait des groupes de 10 et ils ont fait le tour pendant 45 minutes. Nous, on peut le faire. Mais la réalité, c'est qu'on est hôtelier. Eux, ils sont concepteurs de lieux à émotions fortes. J'appelle ça comme ça, je pourrais mettre ça sur leur carte de visite, ça rentre pas. Et la réalité, c'est que je peux t'assurer quand Karine fait une visite, en fait, tu redescends au bout de 45 minutes et tu comprends la différence. Moi, si je fais une visite, je vais te parler plus d'hôtellerie. Comme tu es en train de le faire là d'ailleurs, exactement, on entend le côté de l'hôtelier, mais ça tombe bien parce qu'on a une audience qui sont moins des artistes que des hôteliers. Donc, et ils viendront voir Karine s'ils veulent en savoir plus. Ils vont venir voir Karine, on va organiser des visites tous les jeudis, 15h, elle va être contente. Donc voilà, donc ouais, on a vraiment un hôtel et surtout on rajoute des bouts. C'est-à-dire que la véranda où tu es n'existait pas quand je suis arrivé. On avait une terrasse. Une terrasse, ça s'exploite 3 mois et demi par an. J'enlève les jours de pluie. Je lui dis, écoute, faisons une véranda. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a une véranda toute l'année. On ouvre les fenêtres, on est en été. Et l'hiver, on fait des dîners privés, on fait des soirées cocktails, etc., etc. Donc, on a rajouté ces briques-là. C'est la force de la Drawing House, c'est qu'on l'a construit petit à petit. Et je te dis, on a 3 salles de blind test. On va avoir les plus grandes salles de blind test d'Île-de-France qu'on est en train de construire. Donc, ouais, non, c'est amusant. C'est pas fini ici. On va en rajouter. Je reviendrai pour un blind test. Tu reviendras pour un blind test. On peut organiser un blind test si tu veux. Ici, on en parle après. Podcast blind test. Podcast blind test. Concept à faire. Voilà. Complètement. Bon, bien introduit le lieu. Il va être temps de parler de toi. J'aimerais bien savoir un petit peu plus qui tu es. Ma vie, mon œuvre. Ta vie, alors, je vais essayer d'être court parce que quand j'en parle, c'est trop long. Écoute, ma vie, mon œuvre. Ça dit, on a le temps. Ouais, on a le temps. Écoute, j'ai commencé réceptionniste et puis j'ai gravi les échelons. Je vais revenir sur l'apprentissage. J'ai eu la chance de faire de l'apprentissage. Pour moi, ça a été mon meilleur moment parce que j'étais 5 ans chez Marriott. Et les programmes de formation Marriott, c'est top. Et donc, ils te font passer par tous les services. Donc, pendant 5 ans, tu es bien formé. En fait, j'ai fait du 300 chambres, du 200 chambres, très Marriott, Amérique, très procédurier. Et quand j'ai terminé ma licence hôtelière, je me suis dit, je vais faire l'inverse. Et j'ai fait réceptionniste, 22 chambres, 5 étoiles à Paris. Donc, tu passes de 300, on était 180, chacun à sa place. 22 chambres, 5 étoiles. Dirigé par Patrick Derderian, qui est un grand monsieur de la restauration des années 80-90. Et là, en fait, tu es tout seul. C'est-à-dire que j'avais une chef de réception qui n'était pas là, parce qu'elle était en arrêt maladie, on était 3 réceptionnistes, hôtel plein tout le temps. On passait du temps avec les clients, 22 chambres, t'accompagnes, tu contrôles les chambres. Et t'apprends la polyvalence. Ah, t'apprends sacrément la polyvalence. Ouais. Et j'ai eu la chance je pense que Marriott nous apporte beaucoup de rigueur et de travail. Et en fait, je suis passé chef de réception au bout de 3 mois. Ce qui a été une force. Et Patrick Derderian m'a accompagné. Donc, en fait, pendant 2 ans, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai rattrapé, je dirais, le retard que j'avais sur l'hôtellerie indépendante. Et au bout de 2 ans, j'avais envie de faire une ouverture. C'est-à-dire que je n'avais pas fait, je voyais les copains commencer à en faire, etc. Et donc, ouverture, Dame du Panthéon, groupe hôtelier parisien, 6 hôtels à Paris, 35 chambres, place du Panthéon, 4 étoiles, directeur adjoint. Une fois de plus, Mathieu Pégambard, directeur, 45 ans, formé aux hôtels de Paris, donc le vrai, qui m'a dit « Je te forme, je te regarde, c'est toi qui fais ».
J'ai passé 2 ans incroyables, donc une vraie ouverture. On m'a laissé toucher au revenu management. J'ai recruté mes équipes. Hôtel tout neuf, magnifique, place du Panthéon. T'ouvrais les fenêtres. Bien C'est sûr. incroyable. C'est-à-dire que c'est un lieu qui, le client arrive avant d'entrer dans ton hôtel, il est pris par Paris. Donc ça, c'était extraordinaire. Et au bout de 2 ans, il vient me voir, il me dit, écoute, t'as fait le tour, je t'ai appris ce que j'avais à t'apprendre. J'ai un de mes copains hôteliers qui fait une ouverture, 3 étoiles, 60 chambres, côté porte de Versailles, il cherche un directeur. Je pense qu'il faut que tu y ailles. Et je rencontre ce directeur, Serge P4, qui me dit, moi j'ai un hôtel pas loin, tu vas être dans le 60 chambres, 3 étoiles, tu ouvres, tu gères et je te pilote. Incroyable. Et donc 2 ans où on a ouvert, j'en souviens toute ma vie, on a ouvert en septembre, 95% d'occupation parce que c'était porte de Versailles à la belle époque. Et oui. Et là, on s'est pris, ça a été incroyable. Tu es avec ton équipe, c'est plein. Moi, les ouvertures, j'adore ça. Donc, ça a été un moment un peu à part. Combien tu en as fait en tout? Écoute, j'en suis à. Alors, ici, c'est pas tout à fait une ouverture, mais on en sera 11 en septembre. Ouais. J'en ai fait pas mal. Mais j'adore ça, c'est les meilleurs moments. C'est-à-dire que c'est comme quand tu arrives tôt le matin au petit déjeuner, l'hôtel n'est pas encore réveillé, tu vois le petit déjeuner qui se remplit, et là, tu vois l'exploitation qui se met sauf que l'ouverture, c'est un peu plus dur que le petit déjeuner. Alors, l'ouverture, c'est un peu plus dur. Tu sais que ton équipe, on va en parler après, hein, mais tu sais que ton équipe, elle va tourner et autres. Mais en fait, à partir du moment où tu expliques au client que tu passes des moments et surtout qu'elle est préparée correctement, ce qui a été le cas dans quasiment toutes les ouvertures que j'ai faites, en fait, c'est génial. Parce que tu vois le bébé qui grandit, quoi. Donc, c'est le meilleur moment. Et donc, voilà. Et au bout de 2 ans, j'ai un propriétaire parisien qui s'appelle Michel Deslois, qui est un monsieur qui aujourd'hui a 50 ans et qui vient me voir, qui me dit, j'ai un hôtel qui s'appelle le Coq Hôtel, qui est assez connu à Paris, parce que ça a été un des... 18e, c'est ça, non? Non, 13e. On est dans le 13e, Coq Hôtel, qui est un hôtel à part. Pour comment expliquer, 50 chambres, il est à part cet hôtel. Et je l'avais vu déjà, cet hôtel-là. Il avait ouvert en octobre 2015. Et il vient me voir, il me dit, voilà, je vais créer un petit groupe hôtelier. On m'a parlé de vous, j'ai entendu parler de vous, ce qui est toujours la même chose. Hein, c'est le réseau, puis Paris est un microcosme. Et on déjeune ensemble. Il me dit, je vais ouvrir d'autres hôtels, etc., etc. Venez travailler avec moi. Puis j'étais pas forcément dans l'envie de partir tout de suite. Bon. Et il me relance au bout de 3 mois, on se revoit, on discute. Et puis un exercice amusant, ce qui me dit, voilà, je vais ouvrir un hôtel dans le 5e, faites un super produit. Je vous montre les plans, je vous en parle autour d'un déjeuner. Faites-moi un budget. Moi, tu me lances dans ce genre de sujet, j'adore. Alors là, j'y vais. Fais un budget. On était en mai 2017. Je vais le voir, il m'appelle, il me dit, écoutez Florian, j'ai ouvert votre budget, j'ai le mien à côté, il y a 5 000 € d'écart. Il faut qu'on bosse ensemble. Top. J'avais fait 2 ans au Chouette, 3 étoiles, 60 chambres, super expérience. Et donc je me retrouve 4 septembre 2017 au Coq Hôtel, puisque ce qui est le futur Monte Cristo n'est pas ouvert. Tu passes d'oiseau en oiseau, si je comprends bien. Oui, alors il y a eu le sujet. Alors, on s'est beaucoup moqué de moi. Chouette, Coq. Le rêve de ma femme est qu'on ait un hôtel qui s'appelle le Toucan. On est très mal barré. On a un sujet animalier, sachant qu'il faut savoir que je te raconterai une petite histoire, mais j'ai un perroquet à la maison qui m'a été offert par un client qui dormait chez Marriott à l'époque. D'accord. Une petite parenthèse, je mettrai une petite photo pour ton podcast. Plaisir. J'en ai quelques-unes comme ça. Et donc voilà. Je me retrouve au Coq, on fait l'ouverture du Monte Cristo en 2018, hôtel incroyable, 50 chambres, toutes les chambres différentes, un bar spécialisé dans le rhum au rez-de-chaussée qui s'appelle le 1802, grosse ambition sur le bar, l'objectif était de devenir un des meilleurs bars du monde, piscine, somptueux. Et écoute, il se passe un événement pas drôle, c'est qu'il y a le Covid qui arrive, hein, petit épisode, voilà. Et ce qui est absolument formidable, c'est que beaucoup ont dû rester à la maison. Mais en fait, 16 mars, on se retrouve tous à la maison. Souvenons-nous, c'était pas si longtemps que ça. Et 19 mars, appel de la Pitié-Salpêtrière, puisque le Coq est à côté de la Pitié-Salpêtrière, dit on a besoin d'hôtels pour héberger nos soignants, on a besoin que vous nous aidiez. Et ce qui était absolument formidable avec Michel Deslois, et ce qu'il l'est toujours, c'est qu'en fait, Michel Deslois, il n'y a pas de sujet d'argent, il y a un sujet d'engagement humain. Et donc, je prends mon téléphone, je me souviens, j'étais chez moi. Au bout de 3 jours, moi, j'étais en PLS sur mon canapé parce que j'avais plus rien à faire de mes journées, à part aimer ma femme, ce que je fais assez bien. On sait pas trop faire en tant que... Non, au bout d'un mois, je dis, mais c'est pas possible, quoi. Il y a Netflix, j'ai tout regardé. Bref. Et après, Michel Deslois, il me dit, mais en fait, Florian, il faut le faire. Et donc, on a, en 24 heures, réouvert un hôtel qu'on avait fermé. J'ai appelé mes équipes, je leur ai dit, écoutez, allons-y. Et les équipes sont venues. On était
avec les masques, les gants. On avait peur, on savait pas faire. On avait mis en place une circulation parce que c'était des gens qui allaient à l'hôpital toute la nuit, essayer de sauver des gens qui mouraient toute la journée. Et donc pendant 2 mois, on a hébergé des soignants, donc on se relayait, on dormait nous 3 jours sur place parce qu'il y avait comme des sujets de sécurité, il fallait que l'hôtel soit. Évidemment. Et donc on tournait comme ça, et donc j'avais ma directrice de l'époque et mon directeur adjoint, on faisait 3 jours, 3 jours, 3 jours, donc on venait avec nos conjoints à l'époque, il n'y avait pas du tout d'enfants et autres, donc on était assez libres. Je me souviens d'avoir traversé, moi j'ai traversé l'Arc de Triomphe en vélo seul. J'aurais dû me filmer. Ça, c'est beau. Et donc pendant 2 mois, on a hébergé les soignants. Michel Deslois, de son côté, qui habite dans le 92, a mobilisé ses voisins et nous livrer de la nourriture. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, les soignants, ils bossaient de 7h à 22h. Mais les supermarchés étaient fermés. Donc on a mobilisé les gens, et en fait, on a une expérience humaine absolument incroyable. On a vraiment passé un moment hors du temps, quoi. Et je pense qu'on a un peu aidé. Enfin, il y a beaucoup d'hôteliers qui l'ont fait, mais on a passé un bon moment. On a refermé parce qu'au bout d'un moment, ça s'est calmé. Et on a décidé dès le 24 mai, donc tu vois, une semaine après, de réouvrir le Monte Cristo, parce que en fait, on avait quelques mails qui arrivaient de Français qui avaient besoin de. Monte Cristo, c'est. Alors Monte Cristo, c'est dans le 5e. C'est celui qu'on a ouvert en 2018. L'avantage, c'est qu'il a une piscine, il avait un petit restaurant, il a le bar à Rome, et on a rouvert, et en fait, on était entre 30 et 50% d'occupation, parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de séjourner à Paris. Et donc, on a fait ce qu'il fallait comme ça pendant 1 an, comme tout le monde. Donc ça repartait, on avait privatisé la piscine par créneau de 45 minutes, le restaurant servait en chambre, on était en minimum staff. Enfin, ça a été une pause en fait professionnelle, mais on a vécu des trucs incroyables. Donc voilà, on a eu plein d'idées à ce moment-là. On a lancé des vannes hôteliers, tu peux regarder Coq Van, parce que comme les hôtels étaient fermés, les hôtels venaient chez les gens. On avait le 1802 qui était un bar à Rome incroyable. On a transformé l'hôtel en salon du Rhum, puisque tous les salons professionnels étaient impossibles, sauf que la chambre d'hôtel, tu mets 3 personnes dans 12 mètres carrés, tu avais le droit. Et on a lancé ça comme ça avec des producteurs de rhum, et on a fait 3 éditions. La 3e, il y avait 2000 personnes le week-end dans l'immeuble. Ouais, mais en fait, à partir du moment où tes patrons te laissent t'exprimer, alors on fait pas n'importe quoi, hein, c'est-à-dire que c'était quand même chiffré, et enfin on essayait de piloter comme on pouvait, mais la réalité c'est qu'en fait tu emmènes tes équipes, et on a tous bossé, c'était des moments incroyables, et donc voilà. Et pendant ce temps-là, Michel Deslois avançait parce qu'il a acheté des hôtels, et donc on a ouvert La Belleville, qui est un hôtel qu'ils ont construit, Porte des Lilas, donc ils ont construit un immeuble, 60 chambres, un hôtel qui s'appelle l'hôtel Antoine, 38 chambres à Bastille, et un hôtel qui s'appelle le Home Moderne, qui maintenant s'appelle La Conversation, qui est un hôtel de 62 chambres, si je dis pas de bêtises, qui est dans le 15e. Alors moi, je l'ai vécu à la reprise, j'ai pas vécu à la transformation. Très bien. Donc 5 ans, 5 hôtels, un Covid, un salon du Rhum, des vannes, hôteliers, ouais. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que c'est grâce à tous ces moments-là où en fait tu fais, parce que tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que dans ce type d'hôtel, tu mets les mains dedans, tu te secoues, etc. Mais en fait, c'est grâce à ça que tu apprends. C'est-à-dire que moi, je connaissais pas bien le F&B. En fait, quand tu fais un bar à Rome, tu es obligé de t'intéresser au F&B. Tu t'intéresses au monde du bar, et en plus tu t'intéresses au monde des spiritueux, etc., etc. Il y avait un petit restaurant, tu t'intéresses un peu au F&B, tu essaies de comprendre comment parler à un chef de cuisine, comment recruter un chef de cuisine. Donc pendant 5 ans, on a fait beaucoup de choses, beaucoup travaillé. Et il s'est passé tellement de choses à Paris. Moi, j'ai eu gilets jaunes, grève, Covid pendant ces 5 années-là, et on a chaque fois su rebondir. Donc, on essayait des choses. Enfin, ça a été 5 ans assez fort. Fou. Pourquoi être parti? C'était ton dernier poste avant la Drawing House? Ouais. Alors, pourquoi être parti? C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Je pense que je fais partie de ces gens qui sont extrêmement forts de 0 à 1. Et à partir du mois de mai 2022, j'ai senti qu'il fallait qu'on allait stagner. Et si tu veux, il y a des moments de vie comme ça où je prends des décisions, ça n'a pas été agréable du tout, parce que la réalité, c'est que ce groupe hôtelier, je l'aime beaucoup. J'avais une super équipe de direction, un propriétaire avec qui on avait une relation de qualité. Il y avait des hauts, des bas comme tout le temps, mais en fait, si tu t'engueules pas un peu, c'est pas drôle. Qui voulait continuer son développement. D'ailleurs, il vient d'ouvrir un magnifique hôtel à l'Île-Dieu qui s'appelle La Mission, qui est incroyable. Donc, il continue. Mais en fait, il y a des moments dans la vie, et c'est pas ce qu'on appelle des plafonds de verre, parce que j'en ai parlé à quelqu'un il y a peu de temps qui m'a dit, est-ce que c'est un plafond de verre? Non, non. C'est juste qu'en fait, je suis arrivé, il y avait 14 collaborateurs. Ça faisait un certain chiffre d'affaires. Je suis parti, il y avait 112 collaborateurs, et ça faisait 8 fois le chiffre d'affaires. Et
il y a des moments comme ça où il faut d'autres types de personnes. Et c'est pas non plus un problème, c'est pas un problème de compétence. Tu vois, on en a parlé dans un autre épisode avec Théodore Bouchot notamment. Oui. Très drôle. Très drôle. On parlait justement de Théodore en off. En bien. En très bien, évidemment, Théodore, si tu nous écoutes, on parlait en très très bien de toi. Qu'est-ce que c'est que cette Et moi aussi. Et où on parlait de ces deux profils, tu vois, le bâtisseur, dont tu fais clairement partie, qui est très bon de 0 à 1, et l'autre profil qui est plus le gestionnaire qui arrive après, et qui permet d'aller de 1 à 2 et jusqu'à 10 derrière, mais qui serait probablement très mauvais en début. Et on le voit bien, tu as fait 11 ouvertures, des temps courts à chaque fois, et en effet, c'est un type de profil, et tu as l'air de t'éclater là-dedans, là où pour d'autres, c'est la panique à bord de vivre ce que toi, tu as probablement vécu. Et tu vois, quelque part ici, ça a été une ouverture, il y en a une autre qui arrive. Là, on est dans une structure qui est beaucoup plus grosse, donc en fait, l'ouverture va être beaucoup plus longue. Mais si tu veux, et puis tu vieillis. C'est-à-dire qu'en fait, tu as aussi des moments, ça fait vieux con, c'est terrible. Je n'ai que 36 ans, je le dis, mais j'aime bien dire que je suis un vieux con, parce que maintenant, je recrute des gens qui ont 20 ans, je passe pour le vieux con. C'est vrai. Je suis totalement, ça y est, je suis un sage. Non, et l'idée, si tu veux, c'est, il y a aussi des moments où tu fais accélérer les choses. Mais quand tu as un hôtel de 50 chambres ou de 38 chambres, que tu as 10, 12, 14, 15 collaborateurs, il faut refresh de temps en temps. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que je me souviens très bien d'avoir une conversation avec Michel Deloy, fin juillet 2022, parce que j'ai fait mes 3 mois de préavis et j'ai essayé de recruter les bonnes personnes. Et donc, si tu veux, c'était une époque, comme il y avait le Covid et tout, je faisais le RM, je faisais les achats, etc. Donc, en fait, je faisais tout moyennement bien. Ça fonctionne en période de crise, t'es moins bon en période de pleine puissance. Mais tu as une certaine agilité parce que tu es seul aux manettes. Oui, et puis en fait tu t'avances, tu t'avances, puis tu as des résultats à fournir. Et c'est marrant parce que j'ai recruté une revenu manager qui y est toujours. Et je lui ai dit, vous savez, moi je suis capable, peut-être tout seul ou avec mes directrices, parce que t'es pas tout seul, hein, tu travailles avec des gens qui t'aident et qui font que tu t'avances et que la machine tourne. Je vais plafonner à 10, 11, 12, 13, 14 millions. Je dis, vous allez voir, quand vous avez recruté cette personne, la réalité, c'est que, sauf si le monde va mal et si Paris va mal, mais si en fait on a la même période, elle fera 1 million de plus la première année. On verra si elle était. Tout simplement parce qu'en fait, elle y passe 8 heures par jour. Et que c'est son métier depuis un certain temps. Et qu'en fait, elle va pouvoir prendre des risques. Et c'est la base, moi, de mon métier. C'est prendre des risques sur des sujets. Si tu prends des risques sur des sujets sur lesquels tu passes 1 heure par jour, le résultat sera moins fort que si tu prends des risques et que tu travailles 8 heures par jour. Et donc, chacun son métier. Et donc, voilà. Donc, pourquoi je suis parti ? Exactement pour ça. Parce que je sentais qu'il était temps que je parte. Et en fait, il ne faut pas se rendre malheureux. Et donc là, je suis arrivé ici. Et là, j'ai un nouveau challenge absolument incroyable, avec une vision différente. C'est ça qui est absolument passionnant aussi. Le monde de l'art, c'est pas mon monde, donc on rajoute une couche. Karine est quelqu'un de totalement différent aussi des autres personnes avec qui je travaille. Et donc, c'est très, très intéressant. Ouais. J'aurais profité du fait que tu sois un vieux con. Ouais. On a à peu près le même âge, non ? Ouais, je suis un peu plus jeune. T'es un peu plus jeune ? Je suis moins vieux. Profites-en. Ouais, Profites-en parce que non, ça va. J'ai 33 ans, donc je me mets clairement dans la même catégorie et je fais un constat assez similaire au tien. Mais ce qui m'amuse beaucoup et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as ce recul et en plus, tu es passé par tous les postes de ce métier, beaucoup à Paris, on l'entend, à travers plein d'ouvertures. Quel constat tu fais sur l'évolution de ton métier sur la dernière décennie, on va dire depuis le début où tu as commencé dans ta carrière professionnelle ? Elle est importante, hein. C'est-à-dire qu'en 10 ans, si tu veux, on a quand même. Écoute, moi j'ai commencé. On va enlever l'épisode Marriott parce que c'est gros et on va prendre l'indépendant. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, on va dire l'indépendant, c'est quasiment ça. On vendait des chambres d'hôtel. Oui. Bon, c'était formidable. Jusque-là, tout est normal. Écoute, pour un hôtel. On est plutôt pas mal. Et puis, on a commencé. Et on le voit, d'ailleurs, les premiers hôteliers parisiens, ça a été fait dans le monde un peu plus tôt, mais on est toujours un peu à la bourre. 2013, 2014, 2015, et le Coq a d'ailleurs été un des premiers à Paris à faire ça. Ils se sont dit, OK, il y a les chambres d'hôtel, c'est très bien. Mais la chambre d'hôtel, il y a un rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée, on va essayer que les clients, pas que de l'hôtel, descendent. Et c'est ce qu'on a appelé lieu de vie. Alors ça me fait beaucoup rire parce qu'on en parle encore aujourd'hui, ça existe depuis 10 ans. Et il y a des très grosses marques hôtelières, les Hoxton, etc., qui sont des succès absolument incroyables. Et
si tu veux, ça a été la V2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu le fantasme de tout le monde. Aujourd'hui, quand tu ouvres un hôtel, tu mets un bar, un resto, etc., etc. Tu rajoutes ton petit spa en bas parce que ça apporte de la valeur. Et donc ça, j'ai vu l'évolution de ça. Et si tu veux, aujourd'hui, un directeur d'hôtel 4, 5 étoiles, il fait des backwash dans une piscine s'il n'a pas de technicien. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 81 ou 82 piscines d'hôtel à Paris. Quand on a ouvert le Monte Cristo, c'était la 17e, 2018. D'accord. Ouais. Tu vois le gap? Complètement. C'est devenu un usage. C'est la machine espresso, c'est le wifi gratuit, etc. Tu coches dans Booking, maintenant elle est tout en haut, le filtre. Tu vois. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est drôle de regarder à travers le filtre booking.com, ouais. Tous les services qui s'ajoutent. Bah écoute, il s'ajoute, il me manque le golf et la plage, mais sinon je suis plutôt pas mal. Et donc ça a été, on a construit des immeubles où on mettait un peu plus d'activité, et merci pendant le Covid, parce que ça nous a permis, en fait, ces hôtels-là ont réussi à faire des choses pendant le Covid. Et puis ensuite, on s'est dit, c'était un peu en même temps d'ailleurs, nos chambres d'hôtel, elles sont louées la nuit, mais on va aussi les pousser un peu la journée. Merci Deus.com d'exister. On en a 17 aujourd'hui dans la Drawing House. Parce qu'en fait, tout simplement, nos chambres d'hôtel, si elles sont vides, bah, elles peuvent être utilisées. Donc il y a tout le sujet, je viens avec ma maîtresse, mon machin et tout. Moi, je trouve ça formidable. Hein. C'est-à-dire que les gens viennent se reposer, viennent s'éclater à 2, à 3, à 4 ou à 5. Plus de 5, ça devient performant, je ne sais pas faire. Mais si tu veux, globalement, c'est absolument formidable parce que c'est juste, les gens sont contents. Que tu te reposes ou que tu t'amuses, tu es content. Bien sûr. Et d'ailleurs, on a vu en 2018 arriver des plateformes, Staycation, Sésame, Deuse CMI aussi, qui s'est dit, bah attends, il y a le Deuse, qui est le basico-basique, tu viens avec la personne de ton choix et tu consommes ta chambre, mais on va y ajouter des services. Et si tu veux aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les moments. Moi, j'ai aujourd'hui 4 à 5 personnes par jour qui viennent prendre une chambre de 11 à 17, et il y a un déjeuner inclus dedans, 45 minutes de piscine, oui. Et c'est pas Pépère qui vient avec sa secrétaire. Hein. Ce sont des couples parisiens, CSP+, 25, 30, 35 ans. Et donc, tu parles à ces clients, ils disent, voilà, on a une vie, c'est la roue du hamster. Le marketing et la force de ces plateformes-là nous a permis de découvrir qu'en fait, on pouvait s'évader pendant 5-6 heures. Et donc voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pousse très fort parce que la réalité, c'est que quand tu as 143 chambres, tu peux en avoir 10, 12, 15, 20 par jour qui sont louées entre 11 et 17. J'ai du staff, mais 11 et 17 chambres par jour. Ticket moyen, 100 €. Je laisse faire le calcul. Ça paye plus qu'une femme de chambre. Et ça fait vivre le lieu. C'est-à-dire que tu vois, ce midi, on a fait 78 couverts, je crois, au restaurant. Il y en avait 20 qui étaient des gens qui avaient pris la chambre et la piscine. C'est ce qu'on est jeudi, on est en pleine semaine. Oui. Alors, on a plus de monde sur les brunchs. Donc ça a été je dirais le côté expérience. Je déteste ce mot qui ne veut rien dire. Mais c'est ce qu'on nous met sur nos sites internet. Et idem, tu rajoutes. Je t'envoie vers Edouard Den, un épisode que je fais. Alors, je connais Edouard parce qu'en l'occurrence, le 5 étoiles dont je te parle, c'est Hotel Square et on a travaillé ensemble avec tu vois, pendant un an. Pour lui, l'expérience, c'est des trucs chimiques. Et voilà. Mais il a raison. On va pas refaire le débat. On n'est pas des laborantins, on va pas le refaire, mais on est tout à fait d'accord. Et donc voilà, et donc tu rajoutes un brunch, tu rajoutes des offres de déjeuner un peu différentes, etc., etc., etc. Et l'objectif, si tu veux, pour moi aujourd'hui, c'est que dans un souci de conservation de marge, hein, c'est-à-dire qu'on va pas se mentir, c'est-à-dire que moi, tu veux, il y a une question que je pose à tous les entretiens d'embauche, c'est quelle est la finalité de votre métier? Et donc, quelle est la finalité du métier d'un hôtelier, mon cher Maxime? Ah, c'est hyper intéressant. C'est quoi la finalité? Créer des expériences, bien sûr. Alors, non, clairement, la finalité, il faut pas oublier que ça reste un business, en tout cas. Exactement. Et ben 90% des gens te répondent faire plaisir aux clients. Ouais. Non, c'est le moyen, ça. Parce qu'en effet, on apprend beaucoup aux réceptionnistes et aux personnes d'accueil à faire ça. Mais je suis d'accord avec toi. La finalité aujourd'hui, c'est qu'on doit gagner de l'argent. Dans entreprise, il y a entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des gens, mais ces gens, c'est l'entreprise qui est plus importante, même si c'est eux qui font tourner la machine, parce que l'entreprise les paye. Pour les payer, il faut gagner de l'argent. Et sauf qu'aujourd'hui, la marge d'un hôtel, quelle qu'elle soit, elle est en train de baisser petit à petit. C'est pour ça que les hôtels deviennent des lieux d'expérience. Mon Dieu. 3 fois max, et après je coupe. Non, ça, aujourd'hui, cet hôtel-là n'aurait pas le F&B, les séminaires où on est meilleur dans le quartier en séminaire ici parce qu'on rajoute de l'offre F&B très forte, de l'offre événementielle, etc., etc. Mais on ferait un chiffre d'affaires, j'aurais 12 collaborateurs de moins, donc j'emploie moins, j'ai une marge plus faible, même si le F&B a une marge qui est assez petite à Paris. Oui. Mais la réalité, c'est que le F&B aujourd'hui, mes salles de séminaire où là, c'est money in the pocket parce que c'est juste de l'amortissement immobilier, il y a très peu de charges. Mais la réalité, c'est que mes séminaires aujourd'hui, ils veulent du déjeuner, ils veulent un entrée plat dessert
fait maison de saison, ce qu'on fait ici. Ici, j'ai 14 personnes en cuisine, chef pâtissière, tout est fait maison de qualité. Mais ils le demandent. Et je suis à 39 € entrée plat dessert, il n'y a pas de sujet, on me dit jamais vous êtes trop cher. Donc, tout ça fait qu'en regroupant le maximum de services dans l'hôtel, tu arrives, tu vas faire fonctionner une économie qui est plutôt saine aujourd'hui. Alors, on est à Paris, Paris va plutôt bien. On ne sera jamais un hôtel de destination parce que c'est Paris, la destination, c'est pas nous. Je ne suis pas un hôtel au milieu des vignes à côté de Bordeaux où là, ça devient une destination. Ça, c'est pour toi, ça me fait plaisir. Petite touche. Petite touche, ils sauront de quoi je parle. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que si tu veux, aujourd'hui, moi, j'admire les gens qui ouvrent des hôtels de destination dans des endroits un peu paumés et qui sont obligés de créer des expériences. Troisième fois, j'arrête. Voilà, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Paris rempli. Par contre, on me demande de plus en plus de Paris services. rempli et Paris Gare Montparnasse où tu as un trafic quotidien toute l'année sans exception. Exactement. Mais la réalité, c'est qu'à Paris, si tu sais travailler, même quand tu es dans des zones un peu plus perdues, le Coq-Hôtel qui est place d'Italie, Michel Deloy, quand il a ouvert en 2015, on lui a dit « t'es complètement fou Oui. ». Le Coq-Hôtel, il fait des prix moyens qui sont plus élevés que certains hôtels à opéra. C'est tout. Il y a plus, c'est fini, on parle du Grand Paris, mais il y a plus de zones à Paris. L'hôtel La Belleville, Porte des Lilas, il a un taux d'occupation et un prix moyen. Tout le monde dit, mais attends, t'es fou, t'es Porte des Lilas, le quartier cartonne. Et pourquoi? Parce qu'il a été bien conçu, par des gens qui ont réfléchi, on a mis des services de qualité, le staff est de qualité, point. Et tu construis. Et j'imagine aussi derrière un marketing puissant pour aussi amener cette clientèle-là. Mais le marketing puissant, si tu l'as pas aujourd'hui, tes hôtels qui sont pleins d'expérience, ça va aller, tu vas au bout de 10 fois, ça passe. Ça va, je l'écrirai 100 fois ce soir, ne dis pas le mot expérience. Non, il faut, c'est un des nouveaux leviers, c'est-à-dire qu'on l'utilise. Nous, on l'utilise, on le fait monter en puissance. On arrive maintenant à avoir du ROI sur notre communication, donc c'est plutôt positif. On a complètement digressé, c'est incroyable. Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc non, moi je vends du mètre carré aujourd'hui. Donc changement de paradigme, oui. On vend non plus des chambres, mais on vend du mètre carré. Et toi, on l'entend bien derrière ce que tu dis. Tu essaies d'optimiser tous ces différents espaces pour qu'ils te ramènent un maximum d'argent. Et tu l'avais très bien dit au début, on est sur un sujet d'immobilier et l'hôtellerie est un moyen de rentabiliser cet immobilier-là et de l'amortir. Oui, bien sûr. Et ça sort quand même du résultat. Aujourd'hui, quand tu as des RBE à 35-36%, tu as du résultat. Voilà, et tu vois, dans un autre sens, je te dis ça, mais il y a un des sujets dont j'ai pas parlé sur moi, c'est que la force, si tu veux travailler avec des investisseurs comme Michel Deloy, comme Karine, c'est que c'est des gens qui partagent et qui en fait t'apprennent plus de choses. Permet de grandir malgré ton poste où tu es directeur, on pourrait se dire il n'y a plus rien au-dessus, mais bah si. Exactement. Et ça m'a permis, si tu veux, deux choses. Moi, mon parcours hôtelier m'a permis de rencontrer des gens formidables, dont ma femme, avec qui on est en train de construire un petit groupe hôtelier qui s'appelle Maison Urbaine. Et deux, ce que m'ont appris, entre guillemets, ces personnes qui m'ont formé, c'est à prendre des risques. Et en fait, on a créé un premier club deal où on a acheté un premier hôtel parisien pour nous, qu'on exploite, qui s'appelle donc Maison Urbaine Paris. C'est en parallèle de ton job actuel. Exactement. Alors, tu t'es dit que tu n'avais pas assez à faire avec un poste de dirigeant, donc tu as rajouté une petite option. À partir du moment où tu as quelqu'un en qui tu as confiance, qui t'accompagne dans tes projets, qui elle aussi a 17 ans d'hôtellerie, qui a fait du Shangri-La, du Nolinski, qui te dit Florian, allons-y ensemble, que tu fais un club. Ne faisons pas de bébé, faisons un hôtel. Ouais, alors ça c'est un sujet, faut pas me lancer parce qu'on est en plein dedans. Mais si tu veux, gérer ça. Tu vas te faire engueuler. Je vais lui donner ton numéro de téléphone, tu vas avoir des ennuis. Non, mais globalement, si tu veux, et que tu fais un club deal. Donc un club deal, c'est quoi? C'est réunir plusieurs personnes pour investir ensemble dans un projet. Et en fait, le club deal, on a fait que avec des personnes avec qui j'ai travaillé, qu'on a rencontrées, avec qui on a construit. Et je suis entouré de gens aujourd'hui que j'ai rencontrés grâce à mes expériences professionnelles. Pour te raconter, je fais une petite digression parce que l'histoire est très très drôle. Aujourd'hui, quand tu achètes un hôtel, tu as besoin d'un avocat, d'un fiscaliste et d'un comptable. Le fiscaliste est extrêmement important dans une acquisition. Le fiscaliste, comment je l'ai rencontré, si tu veux, je l'ai rencontré au Rhum Society, donc qui est le salon du rhum où je te parle, parce qu'il aime le rhum, et on s'est croisés comme ça. C'était moi qui gérais la billetterie. Donc il m'a écrit, je dis, okay, je m'installe à Cormeilles en Parisis il y a 2 ans et demi. J'écris sur le groupe Facebook comme les vieux, parce que Facebook existe encore pour les vieux. Je cherche un jardinier pour abattre un arbre. François-Xavier Martin, avocat barreau de Paris, m'écrit sur Facebook. J'habite à Cormeilles aussi, c'est mon voisin. Et donc on est devenus copains. Il fiscaliste
Et ben en fait, on C'est a dingue. construit ensemble. Ouais. C'est une petite histoire, mais ça fait beaucoup rire. Mais en Ouais, fait, t'as plein de petites anecdotes que j'aime beaucoup. oui, mais Et parce qu'en fait, on construit avec les autres et évidemment, grâce aux autres. évidemment, et c'est du réseau. Voilà. Ouais. Donc on en est là. Et tu vois, le 19 chambres, donc Paris 19e qu'on a acheté, c'est l'opposé d'ici. Tu vois, tu as 19 petites chambres, tu as un tout petit rez-de-chaussée. Sauf qu'en fait, on a quand même voulu, on l'a rénové, on a quand même voulu faire un rez-de-chaussée où il y a un côté salon, un côté table à manger. On a fait un garde-manger. Parce que le client, le soir, dans le 19e, c'est pas évident de se nourrir. Donc on a un vrai garde-manger où les clients se font eux-mêmes leur nourriture. C'est un petit 3 étoiles à 100 € la nuit. Mais on a fait petit rez-de-chaussée où les gens se sentent bien. Et aujourd'hui, les gens arrivent, ils se posent dans le canapé, ils boivent un café, etc. Donc tu peux le faire à toutes les échelles. Il y a évidemment moins de résultats. Ici, on va faire entre 2 et 3 millions de FNB cette année. Très bien. Mais en fait, là-bas, si tu fais 1000 ou 2000 euros, c'est toujours ça de prix. Complètement. En fait, et tu sers le client. C'est-à-dire que tout ça est fait quand même pour le service client. Super intéressant. Digressé, Mais c'est très bien, c'est passionnant, donc ça me va, je te laisse là-dedans. Mais je voudrais t'emmener sur un autre sujet, qui sont les challenges que tu rencontres aujourd'hui. On sait qu'ils sont nombreux, mais je voudrais que tu me donnes ta vision, encore une fois, de dirigeant. C'est quoi tes challenges en tant que directeur d'hôtel? Alors j'en ai 3. Je vais être extrêmement bateau. Les ressources humaines, mais pas pour trouver des gens, parce qu'en fait, on peut trouver des gens aujourd'hui, mais réussir à trouver les personnes qui courent derrière et qui te passent devant. On parlait tout à l'heure de mon apprenti Lucille, 20 ans, elle court déjà plus vite que moi et déjà plus maligne que moi. C'est inquiétant. Je vieillis. Une fois, Donc ça, c'est la première chose, c'est d'arriver à trouver. Continue de courir, c'est bien. Lucille, si vous regardez, vous avez intérêt à bosser. Non, mais il faut trouver, c'est difficile, de plus en plus difficile de trouver des gens qui, en fait, font passer la valeur travail avant la valeur plaisir. C'est-à-dire que oui, quand on recrute, on passe du temps. Moi, je pose des questions perso et on me dit « Ouais, mais pourquoi vous posez ces questions-là ?» Mais en fait, si vous n'avez pas compris que je dois m'intéresser à votre vie perso pour l'équilibrer avec votre vie pro, en fait, vous n'êtes pas la bonne personne. C'est-à-dire que si je connais pas les week-ends de ton mec ou de ta nana et qu'en fait, tu prends d'autres week-ends, tu pourras jamais partir en week-end avec ton mec ou ta nana et en fait, tu vas te tirer. Si ta piscine tous les mardis à 18h, ce qui t'équilibre, et que je te dis non mais attendez, vous êtes du soir, en fait tu vas te tirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de croire que les gens donnent 100% à l'entreprise, ce n'est pas vrai. Ils doivent donner, de mon point de vue, plus parce qu'ils y passent plus de temps, mais il faut s'intéresser aux problématiques à côté. Et ça, c'est hyper important. Donc, le côté RH, évidemment, on galère sur certains métiers, mais en fait, quand tu trouves les bons chefs de service qui rentrent, tu vois, dans le moule, courent avec toi. Super intéressant. Donc ça passe par les managers terrain. En fait, ça passe par les managers terrain parce que tu peux pas faire le poulpe. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Ici, si tu veux, il n'y avait pas de cuisine quand je suis arrivé. Ça n'existait pas de restaurant. J'ai recruté un chef de cuisine 30 ans. Bon. On a travaillé que sur ses bons côtés. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas sur les mauvais côtés des gens, ça ne sert à rien. Les gens qui te disent faut travailler sur les mauvais côtés, en fait, enfoncer le couteau dans la plaie, ça sert à rien. Et aujourd'hui, faut mieux aller chercher le bon côté des gens qui sont en pleine puissance à 80%, on va les emmener à 100%. Et c'est exactement ça qu'on a fait avec lui. Je lui ai dit, écoute, c'est toi qui vas dessiner ta cuisine. Il s'est défoncé. 30 ans, il ne l'avait jamais fait. Il a fait une super cuisine. Je lui ai dit, je veux du produit frais, de qualité, maison de saison. Ça existe quasiment plus à Paris dans 5-4 étoiles. On fait du surgelé, etc. Et en fait, il revenait vers moi et je lui renvoyais la balle. Il me proposait un projet, je dis, t'es sûr de toi là? Non, t'as raison, je retourne bosser. Et en fait, il a bossé 2 fois plus que ce qu'il fallait. Mais en même temps, il est absolument insupportable. Il m'emmerde parce que il veut plus de liberté, machin, mais c'est lui qui a recruté son équipe. C'est-à-dire que les 11 cuisiniers là qui sont dans la cuisine derrière la porte, je les vois tous les matins, je dis bonjour, c'est pas mon équipe. Demain, ils se barreront tous. Donc, je le pilote, je le regarde. Quand les mecs sont en train de fumer des clopes dehors en cuisinier, je les engueule et je leur dis d'aller mettre une veste. Ça, oui, alors, vieux con. Quand je rentre dans le local poubelle et qu'il n'est pas nettoyé, je vais les chercher. Mais si je commence, si tu veux, à moi m'occuper de ces gens-là, je m'en occupe beaucoup au début. Ma responsable event ici, 30 ans, Camille, formidable. Au début, je l'ai micromanagée, mais comme jamais. C'est-à-dire que j'étais à côté d'elle. Temps de réponse, 2 heures les devis chez moi. Tu réponds pas en 2 heures, il y a un problème. Et donc, je l'appelais. Je disais, Camille, t'as répondu à tes mails? Ouais, mais là, non, tu réponds à ton mail. Au bout de 6 mois, je lui ai lâché la bride. Et aujourd'hui, les mails, Cactus.com, que tu connais bien, plateforme d'événementiel, on a reçu le prix à la con la semaine dernière sur ceux qui répondent le plus vite. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on convertit. On a un taux de conversion beaucoup plus élevé que nos concurrents. Et donc, à partir du moment où toi, tu as des rigueurs sur certains points, tu vois, moi, j'ai une chemise par passé, j'ai pas de cravate, je m'en fous de ça, c'est pas le sujet. Mais si tu es sympathique, que tu sais dire bonjour madame, bonjour monsieur, et je suis sûr que quand tu as fait ton check-in hier, ils te l'ont pas dit. Bon,
bah, je vais leur redire. Mais à partir du moment où tu as bonjour madame, bonjour monsieur, que quand tu vois quelqu'un qui sort de l'ascenseur avec une valise, tu vas l'aider, que quand tu reçois un mail, il est traité dans l'heure, ça c'est le monde des bisounours, dans les 2-3 heures, que quand tu as quelqu'un qui t'appelle, qui veut partager un problème, tu réponds, Oui. que quand j'ai ma responsable petit déjeuner tout à l'heure qui m'appelle et qui va me dire Florian, il faut que je vous parle, j'ai un problème, je prends pas rendez-vous la semaine prochaine. Je fais une pause dans ce que je suis en train de faire, je m'assois avec elle. À partir du moment où tu fais ça, les gens restent. C'est-à-dire que moi, le turnover ici, il y en a de moins en moins et va quasiment plus en avoir. Ouais. Ils sont bien payés, oui, mais c'est pas un problème de salaire, c'est un problème de considération. Ce que je suis en train de raconter, c'est du bon bullshit BFM TV, mais en fait, c'est très vrai. C'est-à-dire que c'est très très vrai. On Et va creuser ça, mais c'est intéressant déjà que tu donnes les problématiques et tu donnes les pistes de réflexion et d'amélioration pour gérer ça. Donc on comprend qu'il y a un sujet de recrutement qui est le cas partout, mais comme tu dis, c'est pas juste recruter, c'est recruter les bonnes personnes et les garder qui ont envie. derrière, les faire progresser aussi, faire monter en compétence aussi tes talents. Et toi, j'aime bien l'idée, enfin moi je suis très partisan de ça, de passer par ces fameux managers terrain. Donc j'ai une équipe un peu d'officiers forts sur lesquels moi je peux m'appuyer. Au début, je leur ai transmis ma vision, comment est-ce que j'imaginais les choses. Les outils, je les monte en compétences et eux derrière, ils bâtissent ce qu'ils veulent. Et ce qui leur permet aussi d'avoir une liberté. Et ces gens-là, en plus, on les fait progresser, ce sont les directeurs de demain. Non, mais et ils font des conneries, et en fait, il faut leur expliquer, mais il faut la couvrir, la connerie. Oui. C'est-à-dire que je suis pas dans la sanction. Alors, ils font pas de conneries toute la journée, hein. Mais si tu veux, et ces managers terrain, je déjeune avec eux tous les midis. Et surtout, je leur donne une liberté qui est une fois par mois, ils sortent tous ensemble, ils vont boire des coups, et je ne suis pas là. C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas être là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils doivent s'éclater tous ensemble, parce que la réalité, et c'est ça qui est un de mes regrets là où j'étais avant, c'est-à-dire que je l'ai pas assez bien fait, je le fais mieux ici, c'est que demain, je disparais, pour X raisons. Ça tourne comme ça tourne aujourd'hui. Il n'y aura pas de frottement. Et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que tu peux donner beaucoup, mais à un moment, il faut aussi que l'exploitation, et tu vois, j'ai un directeur adjoint que j'ai recruté quand je suis arrivé ici. Je suis parti une semaine en vacances. Mon téléphone n'a pas sonné une fois. Mon mail n'a pas bipé une fois. Je suis revenu. Il n'y avait pas eu de problème. Il y a beaucoup de directeurs qui nous écoutent qui t'envient pour Même ça. pas. Alors, alors, il y a une part de chance, hein, on va pas se mentir, hein. C'est-à-dire que c'est pas facile. Mais si tu veux, il faut arriver à construire une équipe qui fait que demain, X raisons, et il y a plein de raisons qui existent, je disparais. Ben en fait, je ne mets pas en danger l'exploitation. Oui. Mes collègues ont ce qu'il faut pour travailler. Karine Tissot, qui me fait confiance ici, n'est pas en risque et en stress. Et en fait, c'est ça le plus dur. Voilà. C'est beau ce que C'est très, c'est très beau. je pense qu'elle sera contente de t'entendre et hein, Je vais tu vas pouvoir aller une négocier quelque augmentation. chose. Non, mais trêve de blague. Deuxième sujet pour avancer, parce que sinon on est parti pour 3 heures, toi et moi. Les outils. Les outils, la tech, qui est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a plein de tech formidables. Okay. On a changé, nous, ici, beaucoup de choses. Mais en fait, il faut arriver à former les gens sur cette tech, il faut que les gens la comprennent. Toi, tu es très fort parce qu'en fait, c'est moi qui le mets live parce que c'est ma passion. J'adore ça. Et donc, en fait, après, il faut passer l'utilité de cet outil-là. C'est comment cet outil fonctionne. C'est comme quand ton papa, la première fois, il te donne le volant en conduite accompagnée. Lui, ça fait 30 ans qu'il conduit. Tu es au début, tu as ses premières semaines, deuxième semaine. Et est-ce que il t'engueule quand tu grilles une Prio avec sa bagnole et il a peur que tu enfonces sa bagnole, ou est-ce qu'en fait il dit t'inquiète, on va refaire la prochaine, tu vas comprendre pourquoi la Prio fonctionne pas. Ça c'est un des vrais sujets aujourd'hui. On a quand même beaucoup de techno dans nos établissements qui évoluent extrêmement vite, hein. On est quand même passé, moi j'ai connu le avant cloud, vieux con. J'ai connu C'était hier. Non, mais regarde les premiers PMS Muse, qui est le premier vrai PMS cloud dont on a entendu parler en France. 2017. Ouais, j'allais dire, ça n'a pas 10 ans, ça c'est sûr. Mais 10 ans, ça va vite. Je suis sûr que ça va vite. Très vite. Non, mais donc, et là, ça évolue énormément avec le paiement. On a un vrai sujet aujourd'hui sur les PSP, les Adyen, les Stripe. Tu vois, là, ici, on a changé nos TPE. Maintenant, on ne fait plus nos caisses. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais tes caisses. Tu sais, tu imprimais CB, Amex, puis tu avais un réceptionniste, il avait mis Amex au lieu de CB, tu faisais ta régule. Maintenant, tu as un TPE. Tout le client paye, tout s'enregistre dans Adyen automatiquement, il n'y a plus d'erreur puisqu'en fait c'est ton TPE qui enregistre dans ton PMS, tu plus tes caisses. Ça fait bizarre, hein. Ouais, c'est... Et putain, on a bossé comme des cons pendant 15 ans à Exactement. faire des caisses. Ouais. Mais sauf qu'en fait ça, c'est extrêmement sensible d'un point de vue techno. Parce que c'est connecté au Wi-Fi,
Donc, en fait, dès que tu as une coupure Wi-Fi, c'est la panique. Que les caisses, en fait, il faut que tu arrives à expliquer au comptable que ce mode-là change, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième frein. Nous, on est beaucoup dessus. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'il faut une vraie équipe back-office. Parce qu'en fait, si tu n'as pas d'équipe back-office, tu perds un temps dingue et tu t'occupes pas de tes clients. Et le troisième sujet, qui là est beaucoup plus intellectuel, c'est qu'en fait, j'ai envie de faire les choses bien, comme mes parents me l'ont appris, en essayant de servir des choses de qualité, etc., etc. Et on est dans un monde qui se casse un peu la gueule, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour servir des produits frais, de saison, et ben en fait, c'est en train de devenir un parcours du combattant et qu'on passe beaucoup de temps avec mon chef de cuisine là-dessus. C'est-à-dire, je pense qu'il passe 1 heure par jour à essayer de trouver des solutions là-dessus parce qu'en fait, il y a un problème économique. C'est-à-dire que tu es en train d'arriver avec l'inflation, deuxième mot que je déteste, mais qui lui est réel. Ben en fait, tu changes ton poisson du jour tous les jours parce que tu as du poisson qui fait x2. Oui. Que là, on est en train de préparer les Jeux Olympiques, que les fournisseurs que je ne citerai pas, ils vont dire on va vous mettre 40% dans la tête. Bah ok, mais voilà. Que ta côte de bœuf, en fait, tu changes ta côte de bœuf tous les 2 jours parce qu'un jour elle est à 19,90, elle passe à 24. Donc ça, c'est un des troisièmes challenges. C'est exactement la même chose avec les produits d'accueil. L'énergie. Donc il y a tous ces sujets-là. On est toujours dans un souci de conservation de marge et en fait de bon pilotage. On est obligé de regarder toutes les lignes et on est en train de changer de métier. C'est-à-dire que si tu veux, moi j'ai été l'année dernière négociateur en énergie. J'étais assez bon d'ailleurs. Je joue au chat et à la souris où mon chef appelle pour négocier l'entrecôte. On lui dit 22, j'appelle derrière en disant je vais changer de fournisseur, on arrive à 19. Donc c'est très amusant. Hein. C'est-à-dire que le matin j'achète de l'entrecôte, à 14h j'échange avec Engie, Total et Direct Energy. Comme ça j'ai donné 3 noms de marques, il n'y a pas de problème pour ton podcast. Donc c'est extrêmement amusant. Je les appelle après. Tu les appelles. Ta vache, tu vas toucher. Attends, tu sais que tu peux avoir 10% si tu mets code BitCare 10. Non mais il faut vraiment, ça pourrait être très très drôle. Il faut, si tu veux, voilà, il faut se dire que le métier de directeur, moi quand j'ai commencé, bah on était beaucoup en réception et on débouchait des chiottes. Je fais toujours. Mais aujourd'hui, on est acheteur. Notre métier a quand même beaucoup évolué. Et c'est une troisième complexité. Et ça, les écoles hôtelières ne les forment pas à ça. Et c'est un vrai problème. Ouais, j'ai envie d'abonder dans ce sens, comme si on n'avait pas suffisamment digressé depuis tout à l'heure. Pas du tout, mais c'est ça qui est bon. Mais justement, tu vois, quel est le rôle peut-être des écoles aujourd'hui? Est-ce qu'ils devraient réinventer leur modèle pour proposer des formations et des jeunes qui soient adaptés? Parce que tu viens de dire, ça peut être choquant pour certains qui nous entendent, on vient de parler d'une tranche de moins de 10 ans et on se rend compte qu'en moins de 10 ans, ça a complètement changé. Or, ce qu'on enseigne dans les écoles et les écoles hôtelières où toi et moi on a été, il y a maintenant 15-20 ans, eh bien, c'est toujours enseigné et ça continue d'enseigner de la même manière. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ajuster notre proposition à un monde qui se transforme très, très rapidement? Bah, je te laisse avec ça. Vache. Alors, l'apprentissage. C'est que moi, je ne comprends pas, dans notre métier, attention, hein, c'est exactement comme la médecine. C'est un métier qui s'apprend en travaillant. C'est pas un métier qui s'apprend derrière. Tu peux apprendre des choses très bien à l'école, je l'ai fait, BTS, licence. Faut bosser. C'est-à-dire que sur moi, j'ai fait de la réception, j'ai fait du petit déjeuner, j'ai fait de la plonge, j'ai fait de la nuit. En fait, on apprend son métier dans l'hôtellerie en faisant. Et ça ne changera pas. Et les petits robots qui se baladent dans les couloirs avec des plateaux pour débarrasser, pour l'instant, ils n'existent pas et il faudra toujours des humains, entre guillemets. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut que les écoles foutent les étudiants. Moi, j'ai des apprentis là, ils sont là 2 jours par semaine. Quelle est la valeur ajoutée d'être 3 jours à l'école, 2 jours à l'entreprise? C'est l'entreprise qui forme. C'est l'entreprise qui apprend la rigueur, apprend l'autorité et forme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est venir dans les hôtels et faire des choses au groupe d'étudiants. C'est-à-dire que faire des visites d'hôtels, c'est très joli. On raconte que du bullshit. C'est-à-dire que moi, j'ai des étudiants qui viennent me voir. Hey, mon monde, c'est comme ça. Je m'éclate. Tout va bien, c'est super. Vous êtes l'avenir. C'est pas vrai. Il faut arrêter les conneries. On a tous des problèmes. Et il faut que ces gens-là, ils vivent ces problèmes-là. Et la troisième chose, c'est qu'il faut qu'ils acceptent, et c'est un problème d'éducation, et ça, c'est pas moi qui vais le changer, il faut qu'ils acceptent de changer une lunette de chiotte. Alors j'exagère, ici j'ai un service technique, mais quand j'étais dans des 40 chambres, des 50 chambres, et si tu veux, moi il y a un truc que je fais, alors je l'ai fait qu'une seule fois parce qu'on m'a dit que c'était borderline. Tu passes un entretien aujourd'hui avec un réceptionniste, pas ici, 19-20 chambres. Tu te lèves à la fin de l'entretien, tu l'emmènes aux toilettes, tu dis la lunette WC est cassée, qu'est-ce que vous faites? 80% des gens vont te dire j'appelle le service technique. Bien sûr. Ok, s'il n'y a pas de service technique, bah je préviens mon directeur. Bah ok, mais en fait, s'il y a une lunette de WC dans la réserve, tu la dévisses, tu la changes.
Moi, je changeais les ampoules. Tu vois, Donc, au bout d'un moment, ce côté bon sens et savoir-être, faut le faire. Je dis pas qu'il faut changer toutes les ampoules, hein, mais quand tu as un petit hôtel, tu dois mettre les mains dedans. Oui, ça, c'est ton côté, en effet, hôtel indépendant, bien loin du Marriott très structuré que tu as vu, où, en Ici, effet, attends, non, mais ici, j'ai il y a jamais besoin changé une ampoule. d'une certaine polyvalence et agilité. J'ai un super technicien, j'ai un directeur technique incroyable. Je n'ai jamais changé d'ampoule. Mais si tu veux, demain, je vais dans un hôtel, je vois une ampoule qui fonctionne pas, il n'y a pas de technicien, je vais aller chercher l'ampoule et je vais changer l'ampoule. Et je prends l'exemple de l'ampoule, mais c'est exactement la même chose, un exercice très amusant. Tu éteins le PMS. Tu dis, il n'y a plus de réseau. Ouais, mais c'est cloud, je mets mon téléphone. Non, tu n'as plus de téléphone non plus. Faites une facture à la main. Je donne des cours, moi, en licence. La première question que je pose, c'est expliquez-moi ce que c'est que la TVA. La TVA, c'est un des plus gros impôts en France avec l'impôt sur le revenu. Okay, globalement, quand tu diriges un hôtel, la TVA, c'est important. Personne ne sait te répondre. Collecter déductible, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, tu leur dis, est-ce que vous avez 100 € TTC, comment vous passez hors taxe? Google, tu peux me calculer ça? Non, il n'y a plus Google. Ils ne connaissent pas le calcul. Alors, je suis un peu vieux con, là, tu vois, là, on est là. Non, mais c'est bien, tu pousses un peu le vieux con. Oui, N'empêche que j'ai mes étudiants et d'autres qui nous écoutent. C'est un vrai sujet, surtout pour ceux qui veulent diriger des hôtels. Ils te disent, on veut diriger. En effet, il faut maîtriser cette partie. C'est l'exercice, en fait. Moi, aujourd'hui, si tu veux, je parle à mon directeur technique et je comprends ce qu'il me dit parce que, alors, il est bien plus fort que moi. Parce que tu as changé des lunettes et des ampoules. Mais bien sûr. Et que quand, tu vois, là, on a eu une chambre, ça pissait dans le plafond, on est allé regarder l'évacuation du condensat, c'était pas ça, il y avait une colonne, il y avait une chute d'eau à côté, j'ai dit, attends, on va regarder la chute d'eau si elle n'est pas pleine, on a percé un trou et il y avait une chute d'eau qui était bouchée. Mais en fait, alors j'ai un papa un peu bricoleur et je suis pas trop con, mais c'est dans les hôtels que j'ai appris ça, où c'était bouché, je me dis, attends, elle est où l'évacuation? Elle est là, on tape, elle est pleine, et je dis pas que je débouche moi-même, mais tu comprends. Tu comprends comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, quand on est directeur général, j'aime bien cette idée. Ouais, ça sonne très bien. Beau, hein, mais tu vois, tu parlais de médecine tout à l'heure. J'aime bien l'idée du généraliste. Tu es un directeur général, tu es un généraliste. Le généraliste, il doit pas savoir tout faire lui-même. Il y a des spécialistes pour ça. Par contre, il doit être capable de comprendre. Il doit être capable d'identifier que là, c'est un problème de poumon, que c'est un microbe, un virus, et ensuite d'envoyer vers le bon spécialiste qui va gérer le problème. Et surtout, l'arrêter. Mon papa est médecin généraliste. Hein. Très bien. Mon papa, il t'a appris et le bricolage et alors, bricolage pas trop, je suis très mauvais, mais il bricolait lui, donc j'avais un peu ce côté. Non, mais et c'est très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il envoie vers les spécialistes. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a 80% des personnes qui viennent le voir où il peut résoudre le problème. Et c'est exactement la même chose dans notre métier. Quand moi, j'ai mes apprentis 18-20 ans qui vont au bureau, qui disent « j'ai un problème, est-ce que tu as essayé de le résoudre toi-même ?» Non. Mais non, en fait, essaye, tu ne vas pas tout casser, ça n'existe pas. Oui, mais j'ai peur de faire une connerie. Mais fais-la, ta connerie. Moi, c'est en faisant des conneries que j'ai appris. Alors, il ne faut pas tout péter dans un hôtel. Mais globalement, c'est comme ça que tu avances. Quand tu vois, j'ai travaillé avec un super bar manager qui s'appelle Adrien Nino, là, on va travailler ensemble, très fort dans le rhum. Quand tu crées un cocktail, quand tu fais une recette de cuisine, tu essayes 50 fois. Donc, quand une déco fait un hôtel, moi je me souviens, hein, comme je participe aux ouvertures, je vois les décos, un mur, il y a 5 couleurs. Ils essayent. C'est-à-dire qu'en fait, on doit essayer. Ouais, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, les écoles ne les forcent plus, ne les poussent plus à essayer. Et c'est un vrai problème. Et en effet, on saigne. Alors, j'ai rien contre les écoles et j'en rencontre beaucoup. Et tu vois, j'adore déjeuner avec des directeurs d'écoles hôtelières parce que c'est intéressant. Alors, il y a un côté, la privatisation, qui fait qu'aujourd'hui, ils doivent faire des résultats pour des fonds d'investissement. Ça, c'est un autre sujet, je n'en parlerai pas. Et donc, on vire pas un étudiant parce qu'il rapporte 15 000 par an alors qu'il se comporte mal. Bah, en fait, non, en fait, moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que s'il se comporte mal, il y a une sanction. Ouais. C'est un sujet passionnant et moi aussi je suis beaucoup dans les écoles. Le fait que je te pose cette question-là et de comprendre aussi et de faire le lien, et c'est un peu le rôle que j'aime bien me donner, de passerelle entre toi, l'employeur, l'entreprise et les écoles, et de s'assurer que ceux qui vont sortir des écoles, ils aient les compétences pour répondre à tes besoins à toi, en tout cas pour pas y rentrer. Derrière, tu vas les développer sur le reste et voilà, de comprendre où est le trou dans la raquette pour essayer de reboucher autant que possible. Prenons un exemple très bête. Toutes les chambres d'hôtel, dans le couloir, il y a un panneau électrique avec 3 disjoncteurs. PC, prise de courant. SS, sèche-serviette, souvent prise de courant et lumière sont sur la même. Et le dernier, c'est la clim, parce que tu as un pack de clim dans ton plafond. Apprenti, quand il arrive, ils n'ont pas 12 ans, ils ont 20 ans. Le client, il me dit que sa prise électrique ne marche plus.
Et donc, bah, je sais pas quoi faire. Mais quand les plombs sautent chez toi, alors ils sautent de moins en moins parce que Linky, ça saute moins. Oui. Vieux con, moi j'ai connu l'époque où ça sautait, où je changeais mon fusil moi-même. Mais la réalité, c'est que tu montes et c'est toujours le disjoncteur parce que le mec a branché son sèche-cheveux, pas facile à dire, qui a le fil dénudé. Et bah, c'est le premier truc qu'il faut montrer. Ouais. Moi, la première chose que j'achète, 11 ouvertures, 11 achats, Virax. Pour regarder ce que c'est que Virax. C'est l'énorme déboucheur de chiottes, tu sais, qui pousse comme ça. Et bah Virax, c'est ton meilleur ami. Parce que t'es pas avec ta ventouse On comme un fait les papa. placements de produits. Tu peux. Alors, Virax, Bitcare 10 sur Virax.com, vous avez 10%. Je vais m'enrichir, on va en refaire un la semaine prochaine. Et donc Virax, tu peux. Et en fait, c'est fini. Et je montre à mes réceptionnistes, à mes apprentis, etc. Et il est là, hein, je l'ai acheté quand je suis arrivé, il est en bas. Je te crois. Et donc voilà. Et si tu veux, c'est des trucs, mais ça nous arrive tous les jours dans les hôtels. Ouais, complètement. Et l'école, mais je veux dire, l'école, alors, et moi qui viens de le faire, hein, moi j'ai aucun problème, j'accueille quand on veut une école hôtelière et j'apprends à tout le monde à déboucher un chiotte. Je dis pas de dépanner une plaque de clim, je dis pas de démonter une fenêtre, bien sûr que non. Mais la base, le bon sens, ce qu'on fait à la maison, l'ampoule est grillée. T'entends, je me dis, mais quand l'ampoule est grillée chez eux, ils la changent pas. Grosse économie d'énergie, mais problème le soir. Donc si tu veux, ça fonctionne pas. Oui. Donc Beaucoup voilà. de bon sens en effet dans ce que tu dis. Je voudrais peut-être donner un conseil à des étudiants ou des jeunes en tout cas qui nous écouteraient, qui nous regarderaient. Ouais, un seul. Pareil. Tu peux en donner plusieurs si tu veux. En fait, t'as déroulé plein de choses et je pense que c'est hyper intéressant et il y en a qui arriveront à tirer le fil, mais peut-être quelque chose d'assez concret pour ces jeunes. Ils sont dans ce système-là, ils vont dans ces écoles-là, ils pourront pas le changer eux-mêmes dans tous les cas, mais peut-être leur donner un conseil pour quand ils vont rentrer ou quand ils sont déjà dans le monde professionnel, pour qu'ils puissent aussi progresser et aller dans une direction que toi t'as suivi. Un, quand on est apprenti, quand on apprend, quand on commence, on bosse plus que les autres. Moi, c'est comme ça que je pense que j'ai réussi à évoluer rapidement, c'est que j'ai travaillé plus que les autres. Et c'est un truc qui ne changera jamais. C'est quelque chose qui existait chez nos grands-parents, nos parents, etc. Ils bossaient. Donc c'est la première chose, on bosse. C'est-à-dire que au début, tu dois être présent, tu dois demander à apprendre. Il y a des hôtels où tu es mal formé, c'est pas le sujet, mais demande à apprendre. Première chose. Et deuxième chose, venez nous voir. Lucille, là, elle a écrit sur LinkedIn, elle rencontre des gens. Elle écrit. Je voudrais boire un café avec vous. Mais les gens répondent. Hein. C'est-à-dire que, tu sais, on a toujours très peur de dire ça. En fait, moi, je dois voir peut-être une personne toutes les 3 semaines qui m'écrit. Bonjour, on m'a dit de venir boire un café avec vous. J'aime boire un café. Mais on fait quoi? Tu me parlais de coaching tout à l'heure. Mon coaching est trop intellectuel. Pour des gens comme toi, moi, j'ai pas le niveau. Je suis un petit hôtelier de quartier. Mais la réalité, c'est qu'en fait, de temps en temps, ça fait du bien de s'entendre dire certaines vérités. C'est les miennes. Il y a plein de gens qui vont écouter, qui vont regarder, qui vont dire c'est un vieux con, Florent Bitker. Ok. Mais sauf que de temps en temps, tu as des étudiants qui ont juste besoin qu'on leur colle une tatane. Ils disent, mais attends, va bosser au lieu de te plaindre. Ou qu'est-ce que tu as envie de découvrir? Tu veux venir passer? Je vais te dire, normalement c'est interdit par la loi, donc ce que je veux dire, faut pas l'écouter. J'ai une apprentie dans un hôtel. Petit hôtel. Elle m'a dit, Florent, j'ai envie de voir comment ça se passe à Drawing House. Mais elle est venue passer 2 jours avec nous. On a fait le petit mail qui va bien à l'école et l'école était très contente. Mais prenez des initiatives, contactez les personnes qui vous inspirent. Moi, j'écris à toutes les personnes qui m'inspirent. Quelqu'un m'inspire, juste. Et LinkedIn, pour ça, est un outil formidable qui n'existait pas à notre époque, n'est-ce pas? Alors moi, j'étais avec les courriers. On m'appelait la marquise de Sévigné. Donc, non, mais trêve de blague. En fait, LinkedIn est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui te répondront pas, mais c'est pas grave. Mais en fait, on a accès aujourd'hui. S'il vous plaît, ceux qui nous écoutent, personnalisez vos demandes. Parce que moi, j'en reçois beaucoup, des demandes tous les jours. C'est ça d'être une star naissante, c'est le problème. Et Lucille, que tu citais, m'a écrit avec un message personnalisé. Et la réalité, c'est que quand j'ai fait mon check-in chez toi hier, eh bien, j'ai demandé à voir Lucille, puisque j'avais vu dans son profil qui était à jour, qu'elle travaillait à Drawing House, et je lui ai proposé qu'on fasse l'entretien qu'elle souhaitait à ce moment-là. Mais quand je reçois des demandes pas personnalisées, eh bien, au mieux, je les accepte. Généralement, elles passent à la trappe ou en attente. Et c'est dommage. Donc voilà, petit conseil à les jeunes étudiants et professionnels qui nous écoutent, personnalisez vos demandes, utilisez cet outil au maximum de ses capacités. Et au pire, on ne vous répond pas, c'est pas grave, ça n'a jamais tué personne. Mais moi, t'entends, on ne me répond pas, mais t'entends, on me répond, et en fait, tu arrives à avoir. Tu bois un café avec quelqu'un 30-45 minutes, parce que là, nous, on passe beaucoup de temps ensemble, mais l'idée, c'est pas de prendre trop de temps à chacun, mais en fait, tu ressors toujours à quelque chose. Moi, je demande toujours aux personnes que je rencontre, qui est-ce que je dois contacter de votre part? Parce qu'en fait, tu as toujours quelqu'un. Et surtout,
prenez si tu veux, l'opportunité que vous avez d'avoir accès à des gens, mais dans les hôtels aussi. Hein. Alors, ne faites pas quand vous êtes trop réceptionniste, et encore. Mais si tu veux, je vais te raconter une histoire. Pauline Léniaud, ça te parle? N'est-ce pas, Bon, podcasteuse, qu'on embrasse, alors brillante. avant tout, Gémio, Gémio, ouais. ensuite podcasteuse. Voilà. Ça fait partie. Je place cette anecdote, mais j'ai acheté ma bague de fiançailles chez Gémio. Alors moi aussi, et ça fait 3 ans qu'on doit se marier, on se marie pas, voilà, c'est un des sujets Mais il problématiques. faut vraiment qu'on arrête d'aborder ces thématiques. Il faut qu'on arrête En aussi fait, tu es en train de pointer toutes les emmerdes. tout. Et en plus, il faut qu'on arrête de faire des placements de produits. Voilà. Bitcardis, vous avez Bitcardis sur 10% Gémio. Je vais sortir de ce rendez-vous, je vais faire des mails à tout le monde. Non, mais trêve de blague. Pauline Léniaud fait partie des gens qui m'inspirent. Parce que je l'écoute, parce que je la lis, etc. Si je dis pas de conneries, septembre 2020. Je reçois toutes les raisins de mes hôtels. J'adore ça. Pauline Léniaud. Incroyable. Oh. Et ben le lendemain matin, je suis allé au petit-déj. Je me suis assuré, etc. Je suis allé la voir. Je dis bonjour, est-ce que vous m'accordez 30 minutes autour d'un café? Et ben, depuis, je la vois une fois par an et on déjeune ensemble. Plutôt son mari, très business. Oui. Mais en fait, c'est des gens passionnants. Ils sont pas de mon univers, mais c'est des gens passionnants. Et tu as plein de personnes comme ça. Tu vois, Justine Hutto de Respire, encore placement de produit. J'ai toujours rêvé de passer un moment avec elle. Un jour, je reçois un mail, Monte Cristo, bonjour, je sais plus comment elle s'appelait, de Respire, on a besoin de faire un shooting chez vous avec Justine Hutto. Ah bah ok, je suis appelé Justine Hutto, on a bu un café ensemble et on s'est vu 3 fois en 3 ans. Donc c'est... Et les hôtels, cela dit en passant, sont des bons lieux pour rencontrer les personnes. Et il y Attends, avait du monde tout le temps, donc il faut saisir ces opportunités. À une époque, il y avait des politiques qui venaient dans des hôtels pour des raisons obscures. Tu pouvais les trouver à ces moments-là. On les citera pas. Non, mais c'est vrai que c'est des endroits pour rencontrer. Moi, je pense qu'il faut aller voir les gens. Alors, s'ils sont en réunion corpo dans une salle de séminaire, tu débarques pas. Et il y a des façons de faire, et là arrive le savoir-vivre et le bon sens. Et d'écrire aux gens, dire bonjour, j'aime ce que vous faites, j'adorerais passer 30 minutes avec vous. Moi, je le fais 2-3 fois par semaine. J'essaie d'avoir un déjeuner ou un café par semaine où je rencontre des gens. Tu vois, j'ai eu la chance, par exemple, de déjeuner ce midi, je te l'avais dit, avec Pierre-Charles Grobe, CEO de The Edge. 45 minutes, c'était passionnant. Et on n'est pas copains et on se reverra peut-être dans 3 ans. Et en fait, ces personnes-là sont très intéressantes. Complètement. Donc, voilà. Et tu apprends des choses, tu apprends grâce aux autres. Je pense que ton conseil, il est extrêmement pertinent et très pratico-pratique. Il est applicable à tout niveau, on le voit bien en étant DG ou en étant étudiant. Il faut essayer, il faut tenter et ça fonctionne. Et toutes les anecdotes que tu dis, je pourrais en rajouter des dizaines d'autres où moi ça a fonctionné comme ça. Ce podcast, il en est la concrétisation. C'est parce que j'ai toqué à des portes, que j'ai eu des invités. Alors évidemment, plus ça va, plus c'est facile. Mais au début, j'ai ramé pour avoir les premières personnes. J'ai eu beaucoup de portes fermées, mais il y en a qui se sont ouvertes et ça nous a amenés ici. Très clairement. C'est exactement ça. C'est le moment de faire un petit jeu. Allez. On y va, on a pas mal joué, cela dit. Encore, tu m'as restreint, j'aurais pu y aller. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'essaie de te cadrer un petit peu parce que on fera un deuxième épisode. Ouais, je te sens joie, tu pourrais aller très très loin. Je suis très bien, on est posé avec le jardin, il nous manque un cocktail, mais on ne faut pas le dire. Pour après. C'est le jeu qui s'appelle Mots-clés contre bénéfices. Je te rappelle les règles. Tu nous donnes un mot-clé de ton choix, qui s'il est utilisé sur Apple Podcasts, YouTube ou Spotify par mes auditeurs, nos insiders, ils obtiendront le bénéfice de ton choix. Ok. Bitcardis. Bitcardis, non. Je pense que tu l'as compris, il y a une chose qui est assez importante pour moi, c'est rencontrer des gens et passer des moments avec les autres. Je te propose un mot qui est ensemble, très politiquement correct, mais il fonctionne. Et on va dire que, on verra le monde, jusqu'à, on va dire, 30 personnes. Je les invite ici, dans l'espace où on est là, tu vois, et on boit un verre tous ensemble. Avec Maxime Blo, qui sera obligé de venir à Paris. Donc, je vais recevoir des mails de sa femme qui me dit déjà, il est jamais chez moi. Exactement. Merde. Bon, ça, c'est un sujet autre. Et donc voilà. Et l'idée, en fait, je trouve ça important dans notre industrie. On a un vrai problème, c'est qu'on ne passe pas assez de temps ensemble. Pas pour parler de notre taux d'occupation et de nos prix moyens, mais fait juste pour échanger. Et dès que tu commences à lancer ce genre de choses, c'est sympa. Et donc, faisons ça. Networker, brainstormer. Voilà. Ouais, mais passer des bons moments ensemble. Moi, j'ai des hôteliers qui sont devenus des copains parce qu'on a networké et pas sur le rooftop de Booking.com ou de The Edge que j'aime beaucoup. Mais voilà, on boit un verre ici, 30 de personnes, parce que j'ai pas beaucoup plus de place. Après, on pourrait dire 150 au restaurant, mais ça déraperait. Maxime sera présent. C'est toi qui choisis la date. Non, c'est toi qui choisis la date. C'est toi qui choisis la date. T'es obligé. Écoute, je t'ai mis le pied à l'étrier, donc je suis. Qui veut vient et on passe un bon moment ensemble. Et je pense que ça peut être très intéressant. Ouais. Écoute, on fait ça. Ça me plaît beaucoup comme idée, donc merci de la proposer. Bien, ça va être marrant. Et je te propose qu'on enchaîne avec mes questions signature. Ouais.
La première, c'est un voyage dans le temps. Si tu pouvais revenir, alors me fais pas trop le vieux con, mais tu peux un peu quand même. Mais si tu pouvais revenir à un autre moment de ta carrière, peut-être le début, pourquoi pas, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et si oui, bien sûr, qu'est-ce que ce serait? Waouh! Qu'est-ce que je ferais différemment? Écoute, alors j'ai pas de regrets sur tout ce que j'ai fait, donc déjà c'est difficile de dire: «Je Mmh. changerais quelque chose». Oui. Hem, je pense que j'ai toujours écouté mes patrons, même si j'étais un petit peu, l'électron libre, comme tu peux le comprendre. Oui, Hem, très clair. je pense alors si, je pense que, tu vois, je te disais, on a toute cette partie club deal, où on réunit des gens pour acheter des hôtels, créer notre marque et grandir, qui est un sujet important. Je l'ai commencé à 35 ans. Je pense que je l'aurais commencé un tout petit peu plus tôt. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, les bonnes personnes, je les avais déjà autour de moi. Et aujourd'hui, ce qui est assez amusant, c'est quand tu dis que tu lances des clubs deal hôteliers, il y a d'autres personnes qui viennent et qui ont envie de participer. Et je l'aurais fait un peu plus tôt parce que l'ambition est de construire un petit groupe. Et je pense que j'aurais pu le commencer un peu plus tôt. Pas trop tôt, parce que c'est aussi grâce à ce que j'ai appris et voilà. Mais j'avais déjà rencontré la femme que j'aime depuis 10 ans. On avait déjà envie d'avancer ensemble. On a failli s'acheter notre hôtel dans le sud, quitter Paris en 2010. Enfin, ça a été. Il a failli y avoir le début d'une histoire et je l'aurais fait un peu plus tôt. Mmh. Voilà. Super intéressant. Je me serais, enfin, je pense que j'avais un peu peur, parce qu'en fait, quand tu avances, on me le disait: «Lance-toi, essaye, et cetera». Je pense que tu as un peu de crainte. Ouais. Heu, Et à la fois, je juge pas évidemment ce que tu m'as dit là, mais tu n'as que 36 ans, ouais. et si on avait la même conversation dans 20 ans, tu dirais: «Bon, bah, finalement, j'étais pas à 2 ans près aussi peut-être», tu vois? Tout dépend de la On est perspective. d'accord, mais tu vois, tu te dis: «OK, j'étais prêt peut-être un peu plus tôt», mais en fait, le temps passant, tu apprends, en Clairement. fait, tu apprends. Ouais, absolument. Est-ce que tu as une recommandation de lecture à nos insiders? Alors je lis pas beaucoup, c'est mal, Mmh. et par contre, il y a un bouquin, que j'ai lu par force des choses et en fait, j'en suis ravi, qui est Le Comte de Monte Cristo. C'est un des livres que j'ai fini, récemment. Ouais, Incroyable. et incroyable, Dumas, on a quand même ouvert l'hôtel Monte Cristo, donc si tu veux, il fallait emmener ça, puis surtout on retrouve les extraits du livre, on retrouve l'ambiance, c'est le voyage. Alors on dit souvent que c'est un roman de vengeance, mais c'est surtout du voyage, c'est absolument extraordinaire d'avoir écrit ça. Et donc ouais, j'ai passé un moment, il est incroyable ce livre. Mmh. Il fait peur, hein, il arrive, il est là comme ça, mais en fait il est extraordinaire, c'est de l'aventure, du voyage, il y a un côté un peu énigme, il y a ce moment de la prison qui est absolument extraordinaire où tu vois quelqu'un qui s'effondre sur lui-même. Enfin, moi, j'ai adoré ce bouquin. D'ailleurs, j'ai lu très, très vite. Je l'ai relu il y a pas longtemps et en fait, je pense qu'on peut le relire tous les 3-4 ans. Mmh. Voilà. Oui, et ou mieux regarder les films sortis avec Pierre Ninet 15 octobre. Il est sorti? Oui, non, il Non, vient de j'en sortir. sais rien du Il est en tout. train de le tourner, Il hein. sort là? Il est en train de le tourner. Donc Très non, bien. c'est très Pourquoi intéressant. on fait du placement de produit, on fait de la vente comme À ça? fond! Mais c'est Et mon métier de vendre. Moi, je ouais, suis non, mais vendeur. d'accord, mais là, ça ne nous rapporte pas Bah, il grand-chose. faut il faut qu'on réfléchisse à un Bon, modèle. lisez, Monte Cristo Voilà, avant d'aller le voir si voilà, possible, et voilà. si vous voulez aller voir Pierre Ninet au cinéma, bien Voilà, sûr, et on allez, n'a pas c'est parlé un des acteur brillant. éditions du Comte de Monte Cristo, faut acheter. Stop. On est bon. Tu as une citation favorite, un mantra peut-être que tu te répètes? Alors mantra, j'en ai un qui est toujours plus, voilà, et la citation, il y en a une que j'aime bien, je répète pas trop parce que ça fait, grand intellectuel, ce que je suis pas. C'est une citation de Steve Jobs qui est extrêmement basico-basique, qui est: «Pour être bon dans son boulot, faut aimer ce qu'on fait», Mmh. et c'est toujours ce que j'ai dit. Ce que mon papa m'a toujours dit depuis que je suis tout petit: «Si tu te lèves le matin et que tu aimes pas ce que tu fais, faut changer», et c'est ce que je dis aux gens ici. C'est pour ça que j'ai un turnover assez maîtrisé, c'est qu'en fait, si vous êtes pas heureux, changez. On a la chance d'être dans une industrie où il y a du travail, dans le monde entier, tout type de boulot. Genre Mmh. demain, tu mets ton CV dans l'hôtellerie, tu as du boulot tout de suite. Oui, Mais on n'a pas le droit d'être malheureux, quoi. Alors, tu es malheureux 3 jours. bien sûr. Tu es malheureux 3 jours, tu as des problèmes Tu es perso, on a triste. tu es triste. En fait, si tu es malheureux 1 an, Mmh. change. Oui. Va faire autre chose, challenge-toi, bouge-toi. Et j'aime beaucoup ça, de Steve Jobs, qui est assez basico-basique quand tu vois le personnage que c'était quand même, parce que quand même c'est un type qui a, tu vois, tu disais il y a 10 ans, bah, il y a 10 ans, on avait des téléphones portables à touche. Maintenant, on a des téléphones portables tactiles qui filment en 4K. Incroyable, N'est-ce merci pas? Steve Jobs. Donc voilà, non, non, j'aime beaucoup cette citation, elle est très juste. Faut Ouais, aimer ce qu'on fait pour être bon, sinon tu es malheureux. complètement. Après toi, pour nous parler de tous ces sujets, pas tous ces sujets, quelques sujets ou d'autres, Ouais. qui est-ce que tu aimerais voir et entendre sur Hospitality Insiders? Alors j'en ai 2. Je vais être extrêmement corporate. Il faut que tu passes un moment avec ma boss ici, parce qu'elle a une vision de l'hôtellerie qui est différente, et le fait d'amener l'art et le dessin contemporain, c'est très intéressant. J'en parle pas bien, mais elle a une vraie vision. Mmh.
Donc ça, c'est mon côté corporate et elle est passionnante. Et j'ai un autre exercice que je te propose que tu n'as pas encore fait, histoire de te foutre dans la main. Il y a un exercice qui, moi, j'aime beaucoup, qui est le côté lancement de l'hôtel d'un point de vue l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée des hôtels avec des décos, etc., l'image. Et donc, j'ai 2 personnes autour de moi qui, à mon avis, peuvent être interviewées en même temps. C'est un exercice que tu n'as pas fait, que moi j'aime beaucoup, parce que j'écoute beaucoup de podcasts, et quand tu as 3 personnes, c'est beaucoup plus difficile pour l'intervieweur. Ça me fait plaisir. Donc, c'est cadeau. C'est 2 personnes que j'ai rencontrées aussi à l'époque des hôteliers impertinents, même Joëlle Robin que j'ai rencontré avant. Donc, Joëlle Robin, elle a une agence qui s'appelle l'agence Webcom. Elle est à 360, donc c'est les réseaux sociaux, les sites internet, etc. D'ailleurs, elle fait partie de mes clubs deals aujourd'hui, donc on est associés avec Joëlle. Quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a une vision des réseaux sociaux extrêmement forte et qui a commencé très tôt. Et elle travaille en duo avec une autre personne qui s'appelle Emmanuel Gilardo, qui est RP. Oui. Et donc la dernière fois, j'ai bu un café avec les 2. Et en fait, tu mets les 2 ensemble, tu lances la pluie de gravier, et en fait, tu te tais et t'écoutes. Et c'est assez intéressant parce que la RP, donc la presse, le média et l'influence se sont rejoints aujourd'hui. La visibilité sur Internet, pas la distribution, hein, on ne parle pas de Google, etc., mais surtout vraiment beaucoup de tout ce qui est image, c'est absolument passionnant. Et je pense que c'est un des gros sujets aujourd'hui où les hôteliers sont en retard, on se rattrape à fond. Hein. Mais c'est très intéressant, et d'avoir les 2 qui échangent, je les fous un peu dedans là. Ouais, c'est sympa. Non, mais c'est très intéressant. Voilà, c'était ma recommandation. Okay. Petit cocktail là. Hein. Non, mais il y a un truc. Non, mais c'est très bien. Je prends avec. T'amuses 2 personnes. Avec plaisir. Ça, et tu les laisses. Écoute, ce podcast est voué à grandir et à essayer de nouveaux formats. Donc avec plaisir. Et je suis pas du tout fermé à voir. Très amusant. Seule personne, c'est juste qu'il va falloir que je rajoute un autre appareil Apple de Steve Jobs. Vraiment désolé. Et d'ailleurs, je lance un Tipeee Maxime Blo sur lequel chacun peut mettre 10 € pour financer l'iPad. Voilà. C'est Tipeee la plateforme pour financer les influenceurs. Oui, c'est ça. On est d'accord. Tu es très très bon en vente. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal. Quelqu'un qui aimerait te contacter, soit autour de Drawing House, soit pour Florian Bidker d'une manière générale, quel est le meilleur moyen de le faire? LinkedIn, on l'a dit. Je te donnerai mon adresse mail, tu mettras un épisode florian.bidker@drawinghouse.com. Mais LinkedIn est un média formidable. Demande personnalisée, absolument. Voilà, pas bonjour, dispo quand. Mon numéro de téléphone est lisible sur Internet aussi. C'est pour ça que j'adore quand les gens appellent à la réception et disent oui, je parle Florian Bidker. Je dis non, c'est du démarchage. Il y a mon numéro de téléphone partout. Donc voilà. Donc je suis joignable. Et je suis dans le 14e. Mes bureaux sont ici. Parfait. Il va être l'heure de clôturer. Incroyable. Ouais, plutôt pas mal. J'ai été vachement raisonnable. Très sage. Te connaissant, assez sage en effet. J'ai été sage. Mais je vais quand même te laisser le mot de la fin. Si tu avais un tout dernier message, le seul sur lequel je ne rebondirai pas, à faire passer donc à nos insiders, quel serait-il? On a parlé beaucoup de sujets. Il y en a un qui me tient à cœur. C'est la valeur travail. C'est un métier où on bosse. Il faut bosser et il ne faut pas fuir le boulot et il faut se mettre dedans. C'est le sujet des étudiants actuellement. Je trouve que ça bosse moins. Et la deuxième chose, on fait les choses ensemble. C'est-à-dire que trouver des mentors, comme moi j'ai eu la chance d'avoir, trouver des collègues, et en fait on grandit pas tout seul. Et je pense que c'est vraiment important de se réunir, d'apprendre des autres. Parce que c'est pas tout seul qu'on grandit, et surtout sur l'empathie et le savoir-être.